Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission « Ça se passe chez vous ». Alors, comme à l'habitude, ce qui se passe chez vous, on va en être informé par nos invités qui, de fait, vont nous spécifier carrément les différents sujets auxquels on va traiter dans cette émission. Alors, mes invités aujourd'hui, il y a bien sûr Annie Vaillancourt. Bonjour. Bonjour. Annie, on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Aujourd'hui, les prix du patrimoine édition 2017. Les prix, on parle de concours finalement. Tout à fait. Bon, super. Sylvie Germain de la MRC, bonjour. Bonjour. On parle de quoi, Sylvie? Alors, c'est la politique municipalité Amis des aînés. On a outils de promotion et puis un peu là, des petites surprises. J'aime ça parce que là, on n'a pas dit MADA, c'est des acronymes. Oui. Là, c'est la politique des municipalités Amis des aînés. Mais MADA. Et, Et Claudine Labrie, bonjour. Bonjour. Du Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Alors, on parle de quoi avec le Carrefour? On parle du défi Ose entreprendre qui est à sa 19e édition cette année. Défi Ose entreprendre. Défi concours aussi par le fait même? Exactement. Bon, comme vous allez voir, hein, il y a des sujets, je suis très bien entouré, je suis comblé. Annie, prix du patrimoine? Oui. Les prix du patrimoine reviennent aux 2 ans. Donc, la dernière édition a eu lieu en 2015 et on est maintenant à notre 7e édition conjointe avec la MRC de Charlevoix-Est. Donc, ça fait 14 ans que ça existe. Les premières éditions étaient annuelles. Par la suite, on est allé aux 2 ans, donc on a à peu près 11 éditions, je pense, okay. Au total, qui ont été Question tenues. piège, quoi. Personne ne m'en tiendra rigueur. Bon, et voilà. Alors, prix du patrimoine, on a tendance à dire patrimoine bâti, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui, dans le cadre de ce concours-là, il y a 4 catégories qui sont mises de l'avant. Donc, la catégorie qui vise les travaux ou les projets de construction, rénovation, restauration. Donc, la conservation et la rénovation. Ensuite, on a une seconde catégorie qui traite des projets qui sont plus de nature interprétative, diffusion. Donc, un projet, par exemple, d'exposition, de parcours, de vidéo qui, bien sûr, porte sur le patrimoine de manière à le faire connaître ou à le mettre en valeur. On a aussi la préservation et la mise en valeur des paysages, parce que de plus en plus, notre MRC et bien d'autres, d'ailleurs, travaillent sur la mise en valeur, la sensibilisation aux paysages. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de préserver la qualité de nos paysages sur nos territoires? Et la dernière, qui est une catégorie importante, c'est celle qui vise à reconnaître le savoir-faire des porteurs de tradition. Donc, on a des gens qui... Et on parle de folklore principalement? Ça peut être dans le folklore, on peut être dans les traditions... artisanales? Tout à fait. On peut être dans les traditions orales, on peut être oui. dans un savoir-faire là, matériel, une technique de menuiserie artisanale. Donc, c'est très, très vaste. Ça peut être dans la chanson aussi, ça peut être dans la danse. Tout à fait. Donc, un savoir-faire, mais il faut que cette personne-là, qu'on appelle le porteur de tradition, ait transmis son savoir à un tiers de manière à le préserver. De là, effectivement, la tradition qui se perpétue. Voilà. OK. Bon, c'est un concours. Alors, on fait quoi là, pour s'inscrire? Comment on participe? Alors, c'est simple. Donc, je disais, on a la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est qui participent. Donc, les projets qui sont réalisés sur un ou l'autre des territoires ont un formulaire qui est similaire à remplir et qu'ils font parvenir à leur MRC. Ensuite, il y a un jury qui va étudier les candidatures et il y aura une remise qui se fera au mois d'avril prochain. Alors, le formulaire est vraiment très, très simple. Une première page avec nos coordonnées, une description du projet. Puis pour les gens qui ont effectué des travaux sur un bâtiment, par exemple, où là, c'est peut-être plus compliqué d'expliquer la nature des travaux. Prends des photos. On a vraiment... Oui, ça prend toujours des photos. OK. Pardon. Mais on a un formulaire qui est vraiment très simple à cocher. On dit aux gens, bien, vous avez changé votre toiture. Elle était en quoi la toiture avant? Par exemple, une tôle galvanisée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis quoi? Une tôle à baguette, un bardeau de cèdre, etc. Donc, on a vraiment tenté de faciliter le travail des gens pour pas que les gens aient à rédiger un long paragraphe pour nous expliquer la nature des travaux. Donc, c'est vraiment simple. C'est pas un formulaire qui est long à remplir, mais effectivement, comme tu le dis, Herman, il faut quand même nous fournir des photos pour que le jury soit en mesure là, d'apprécier la nature des travaux. Donc, on demande au moins 3 photos, idéalement numériques, mais les gens peuvent, s'ils veulent, nous apporter des photos papier que nous, on pourra numériser sans problème. Là, on est fin janvier. Est-ce qu'il y a une date limite au niveau des inscriptions? Oui, on attend les candidatures jusqu'au vendredi 10 mars. Pour permettre au jury de les considérer. Et le gagnant, en fait, il y aura un gagnant par catégorie dans chacune des MRC, mais on réunit tout le monde ensemble au Musée d'art contemporain
le 27 avril prochain. Une belle Et c'est finale. là que tout le monde saura qui est lauréat dans chacune des catégories. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation, finalement, dans chacune des catégories? Je dirais que dans les années passées, on recevait à peu près là, entre 25 et 30 catégories, peut-être quelques années ou 21. Je dirais que celle où c'est le plus difficile d'avoir des candidatures, c'est le porteur de tradition. Ces gens-là, souvent, sont très humbles. Hein? C'est des gens qui se vanteront pas de savoir faire ceci ou savoir faire cela. Et des fois, ça prend un petit coup de pouce puis dire « Gérard, il faudrait te présenter! » donc, cette catégorie-là est moins garnie de candidats, mais c'est aussi compréhensible parce que malheureusement, on perd des traditions, on perd des savoir-faire. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on le fait, pour sensibiliser les gens au fait que c'est important de préserver. Est-ce qu'on perd les traditions parce que les choses évoluent beaucoup plus rapidement puis les nouvelles technologies arrivent? Ou bien non, dans le temps, ça se faisait comme ça, puis c'était comme ça que ça se faisait. Façon de parler, là, c'était plus lent Il y a en beaucoup de termes d'évolution. facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Le temps, les nouvelles technologies, la facilité, le fait aussi que maintenant, on peut tout avoir à portée de main. On n'a plus nécessairement besoin de fabriquer, de concevoir pour soi-même, de se patenter quelque chose, parce que dans nos porteurs de tradition, on a aussi des fois des patenteux, puis c'est pas un terme péjoratif Non, du tout. au-delà, Là. c'est Donc, très, c'était des très gens créatif. débrouillards, c'est Ouais. ça. Par contre, c'est que ces savoir-faire-là, ils sont très significatifs de qui on était autrefois, puis dans quel environnement on évoluait, puis avec quels matériaux ou quels outils on pouvait travailler, confectionner, ériger, etc. Donc, si on perd ça, bien, on perd une partie de notre identité, de ce qui nous qualifie. Alors, c'est pour ça que c'est important de préserver. C'est ouvert à tout le monde. Dans le fond, ça peut être des municipalités, ça peut être des individus, ça peut être... Oui, je dirais que dans la catégorie conservation-préservation, on retrouve plus souvent un individu qui a rénové son bâtiment, son chalet, etc. Dans les projets d'interprétation et de diffusion, on retrouve un peu plus de municipalités, mais surtout des organismes sans but lucratif. Une corporation historique, un moulin, un organisme de mise en valeur de ceci, un musée, etc. Le porteur de tradition, c'est l'individu. Puis au niveau des paysages, on a peut-être davantage des municipalités, mais occasionnellement des organismes aussi. Donc, organismes sans but lucratif, des corporations municipales, des individus, sans problème. Et tout ça, finalement, comme tu le disais, ça va se concrétiser en termes de gagnants dans chacune des catégories au MAC, Oui. Musée d'art contemporain ici à Baie-Saint-Paul. L'an dernier, c'était à la Malbaie, donc on se déplace... Aux 2 ans, non, Aux c'est 2 là, ans, 2 oui, ans, c'est c'est ça. ça. D'une édition à l'autre, oui, on se déplace. Alors, cette année, c'est au MAC. Mais une fois qu'on a connu les gagnants, il y a un gros rassemblement, sans dire provincial, mais de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. C'est ça. Comme je l'ai dit au début, il y a 13 autres MRC, ainsi que la Ville de Québec et de Lévis, qui tiennent un concours similaire. Donc, ça fait 15 MRC, Québec-Lévis. Chacune tient un concours similaire. Chacune aura donc ses lauréats dans les 4 catégories mentionnées. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène tous nos lauréats à un endroit. Donc, il y a 2 ans, ça se passait chez nous, aux éboulements, sur notre territoire, mais cette année, en 2017, c'est à Lévis. Donc, au phare numéro 1 de Lévis, les gagnants de ces 15 MRC de la Ville de Québec et de Lévis se réunissent pour un grand événement de reconnaissance pour dire, bien, voici ce qui se fait à l'échelle de Capitale nationale et de Chaudière-Appalaches en patrimoine, et on présente l'ensemble des projets. Est-ce que les autres régions du Québec, je pense à la Gaspésie, Montréal et autres, ont ce type de concours Il y a également? le Bas-Saint-Laurent qui en a un, concours à peu près similaire, mais je vous dirais qu'à cette échelle-là, non. On est pas mal les seuls à avoir un concours de cette envergure-là. C'est une initiative qui est partie de où, en soi? Mais je dirais que, pardon, la MRC de Charlevoix avait déjà initié un concours comme ça avant que le concours se développe, parce que pour réunir nos MRC et nos 2 villes, on a une organisation qui chapeaute un peu le tout, qui est le Conseil de la culture des régions, donc de Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, avant que le Conseil, avec ses membres, se dise « Tiens, pourquoi on ne ferait pas un concours de cette nature? » Parce que le Conseil possède une table qui regroupe des intervenants du domaine de l'histoire et du patrimoine. Bien, avant même que nous, ici à la MRC de Charlevoix, on avait déjà mis en place ce concours-là. On est des créatifs, mesdames et messieurs. Tout à fait. Je voudrais pas oublier, Herman, parce qu'on a parlé donc de lauréats, je voudrais pas oublier de préciser les prix Oui. que nos gens peuvent Ben oui. gagner.
Alors, depuis les tout débuts, on a exactement nos mêmes partenaires qui nous supportent, ce qui est un bon signe. Alors, pour le gagnant qui a intervenu sur son bâtiment, qui va sûrement avoir besoin de se chercher des matériaux pour continuer, ben c'est BMR qui nous offre un certificat cadeau pour chacun des lauréats d'une valeur de 250 $. Donc, les gens peuvent échanger contre des matériaux. Pour l'organisme qui a reproduit un projet d'interprétation de diffusion, on s'entend que c'est intéressant pour lui de le faire connaître. Donc, l'Hebdo Charlevoisien offre un espace promotionnel d'une valeur de 400 $ en couleur pour chacun des lauréats. Le porteur de tradition, pour le faire connaître, pour mettre en valeur son savoir, le Musée de Charlevoix et le Carrefour culturel Paul Médéric conçoivent et montent une exposition exclusivement qui leur est destinée pour les mettre en valeur. Donc, à l'été, juin, juillet, l'expo se retrouve au Carrefour. Il va falloir que nos personnes se dégênent. Oui, elles se sont vite dégênées. Okay. Oui, nos derniers gagnants étaient vraiment d'abord émus, touchés, mais extrêmement heureux. Et là, ils ont été en mesure de se sentir plus confortables et de parler de leur savoir. Donc, les 2 premiers mois de l'été, juin, juillet, l'expo se retrouvera au Carrefour. Et puis, août, septembre, ce sera au Musée de Charlevoix. Et pour le prix en paysage, c'est la table de concertation des paysages, Côte de Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est, qui offre une séance photographique d'une valeur de 500 $ avec remise d'une belle photo encadrée au lauréat. Quand on dit photos, là, ça va être des photos prises du paysage en question. Oui, c'est ça. Tu sais, le paysage, ça peut être un sentier qui a été aménagé de manière à mettre en valeur les points de vue, le panorama, etc. Donc, le photographe va essayer de prendre une photo qui rend compte des efforts là, de l'organisme ou de la municipalité. En fonction du projet paysage, ben, la photo sera adaptée. Mais c'est une photo qui va permettre de comprendre là, les efforts. Ça prend un degré de conscientisation assez élevé pour dire, ben regarde, j'ai une maison qui a du cachet, je veux la protéger, tu sais, je veux l'améliorer, je veux l'enjoliver, puis tout en gardant son cachet. D'autres personnes qui, de fait, comme tu dis, des patenteux, des fois, ils ont des moyens très limités, mais qui puissent survivre à tout ce qui les entoure en termes de technologie. Moi, ça me garoche, pour employer l'expression, ça me jette à terre. Ça, je dirais que nous, à la MRC, c'est depuis 1998 que le département Culture et Patrimoine est là. Puis, depuis cette date-là, on fait à chaque année des efforts de sensibilisation. Et le concours, il sert non seulement à récompenser ceux qui étaient déjà sensibilisés puis qui ont bien agi, mais c'est une façon aussi de sensibiliser les autres, effectivement. Donc, d'informer et de sensibiliser. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été mis en évidence dans les années passées, puis là, ben tiens, j'ai une maison ancienne, je vais faire un autre bout dans ma maison ancienne, je reviens quelques années plus tard? On l'a vu une seule fois, je crois, ouais. Mais il y a eu des projets présentés où, effectivement, il restait une partie à faire, mais les gens n'ont pas représenté par la suite. Décourager trop de travail? Non, c'est pas ça. Non. Ils étaient gênés. Je pense qu'ils se sont dit qu'ils ont déjà gagné pour ce même bâtiment-là, dans cette catégorie-là. Il y a aussi possibilité de donner un prix à un élu qui a émergé pour protéger, effectivement. C'était une nouveauté en 2015. Donc, le Conseil de la culture, dont je parlais tout à l'heure, a eu l'idée de proposer la candidature d'un élu. Alors, en 2015, c'était la première fois. Les MRC avaient à proposer la candidature d'un élu qui s'est démarqué, qui a mis en place des efforts particuliers, qui a travaillé fort, qui a tenté de concerter ses collègues ou autres pour préserver ou mettre en valeur le patrimoine ou carrément réaliser un projet. Et on est chanceux. Le grand gagnant de toute la capitale nationale a été le maire de Baie-Saint-Paul. De toute la capitale nationale. Bon. Oui, de toute la capitale nationale. Donc, cette année, à nouveau, là, les MRC ont été informés de la 2e édition. Donc, prochainement, le Conseil des maires va se pencher sur... le Conseil des maires, bien sûr, des 2 MRC, va se pencher sur les candidats potentiels, va soumettre les candidatures au Conseil. Et là, il y a un jury aussi. Et le lauréat sera annoncé donc à Lévis le 17 juin prochain et c'est le lauréat qui annoncera où se tiendra dans 2 ans la prochaine réunion de célébration patrimoine. Super! Bon, on en apprend, c'est très intéressant. Puis tout à l'heure, tu parlais d'avant-gardiste, peut-être juste dire, que la catégorie préservation et mise en valeur des paysages, ben, c'est grâce à nous. Qu'elle a été maintenant... Il faut dire qu'on a les plus beaux paysages. Bien, on avait initié cette catégorie-là, et puis nous, l'année passée, on l'a maintenue. On a présenté nos lauréats lors du grand événement aux éboulements,
Et l'ensemble des autres partenaires, donc les autres MRC, les deux villes, ont accepté d'intégrer cette catégorie-là maintenant de manière officielle dans le concours. Quand même. Ben, Chapeau! Annie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on en a appris davantage sur... Donc, jusqu'au 10 mars, vous m'envoyez vos c'est candidatures ça. et du côté de la MRC de Charlevoix-Est, on les envoie à France-Lavoie. France Lavoie, Oui. dans l'Est, puis à toi ici, Tout dans à fait. l'Ouest. Super! Ben, merci beaucoup. On va faire une petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. Sylvie Germain, bonjour. ben, rebonjour. On parle MADA, on parle de la politique du projet, en tout cas, comment l'appeler? Politique des municipalités, Amis des aînés. aînés. Voilà. Ouais, oui, oui. On appelle ça vraiment une politique parce qu'il y a la politique familiale puis il y a la politique des aînés. Mais un jour, on va tout mettre ça ensemble. C'est parce qu'on a dû les faire à part l'une de l'autre parce qu'il y avait du financement gouvernemental, mais qui faisait qu'il fallait les travailler à part. Mais notre objectif, c'est bien sûr de mettre ça ensemble parce que la famille, c'est la famille. Alors, c'est zéro... Mais c'est vaste, la famille, parce que Oui. tu regardes les jeunes, les besoins sont très différents des gens âgés. Oui. Famille dans le milieu, donc tout ce qui est entre les jeunes et les plus C'est âgés, le fun, c'est tu autre regardes chose. les jeunes puis ils montent comme ça. Hein? Voilà. Il y a l'intergénérationnel aussi, hein. Faut pas oublier ça dans la famille. Je pense que c'est important. Et le soutien que les grands-parents apportent beaucoup aux familles. Moi, j'en vois beaucoup là, que les grands-parents vont reconduire les enfants à l'école, soutiennent. Quand il y a une tempête comme aujourd'hui, il n'y a pas surprise, d'école. surprise. C'est ça. Et que tous tes congés parentaux sont épuisés. Cette politique-là, de fait, elle a débuté en 2014. Oui, en fait, on a commencé à la travailler en 2013, mais elle a été active en 2014. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des représentants. Nous, c'est pour la MRC de Charlevoix-Ouest, mais il se fait la même chose dans l'Est. OK. Donc, on est allé chercher des représentants des élus dans chacune des municipalités parce que ces politiques-là, dans le fond, quand elles sont mises en œuvre, c'est via les municipalités. La MRC, nous, on représente, dans le fond, l'organisation qui les réunit pour ça. Donc, on a un plan d'action pour la MRC, puis on en a un aussi là, pour chacune des municipalités. Mais c'est moi, comme agente de développement, qui a été mandatée pour soutenir le travail. Parce que souvent, dans les municipalités, ils n'ont pas nécessairement les ressources ou le effectifs, ouais. temps. Oui, c'est ça. Mais puis chacune des municipalités a des besoins différents. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça qu'il y a un plan d'action dans chacune des municipalités, parce qu'on essaie vraiment de faire, du prêt-à-porter. Bon, ça se dit-tu, mais en tout cas. Quelque chose qui est sur mesure. C'est ça que je cherchais, quelque chose qui est sur mesure pour chacune des municipalités. C'est ça qui est l'objectif, parce que les besoins ne sont pas toujours les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Baie-Saint-Paul, il y a 25 % de la population qui a 65 ans et plus. Oh. Alors, c'est un bassin très important. Donc, des fois, les besoins, c'est plus urbain. Alors, on parle de l'organisation spatiale, urbaine, donc les trottoirs, les aménagements, etc. Puis, dans d'autres municipalités, ben ça peut être d'autres besoins, une résidence de personnes âgées ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça que la politique est vraiment adaptée à chacun. Parce que cette politique-là, c'est d'améliorer la qualité de vie des aînés Absolument. à tous les niveaux. Oui, absolument. Dans le fond, je peux parler, on Ben a oui, un guide. Superbe beau magazine. C'est ça, notre magazine 1. On espère qu'il va en avoir un deuxième. Qui est vraiment, là, je pense pas, ça a été distribué dans chacune des maisons en 2014. Et dans le fond, si vous n'en avez pas un exemplaire, vous venez à l'MRC ou vous regardez sur le site mrccharlevoix.ca et vous allez trouver justement dans la municipalité Amis des aînés le guide. Et, c'est une source d'information assez oui, exceptionnelle. Là. Absolument. T'sais, autant démographique sur la population, chacune des municipalités, les différents projets que chacune des municipalités a travaillé.
Exactement. avec des objectifs. Oui. Franchement, là, Oui. on ne peut pas plaider l'ignorance. Non, c'est ça. Fallait vraiment faire un portrait pour dire, OK, qui sont nos aînés puis quels sont leurs besoins. Alors, ça a été vraiment par étapes. C'est un gros travail. Là. Il y avait des représentants dans chaque municipalité qui ont réuni des petits comités, 2-3 personnes d'aînés. Ils ont proposé un plan d'action et après, ils ont fait une consultation dans chacune des municipalités et après, on a fait une grande messe, donc une grande consultation avec tout le monde pour être bien certain que ça rejoignait tous les aînés. Donc, les aînés participaient, les élus et tout. Alors, on peut dire que la politique qui est là, c'est une politique qui est vraiment appuyée sur ce qui se passe au niveau du terrain. Alors, ça, c'est... Alors, on a un volet territorial, justement. On a touché, si on veut, les orientations de l'habitation, les espaces extérieurs, bâtiments, comme je dis. Si on veut que les aînés restent actifs, il faut que l'ensemble des réseaux de sentiers, de trottoirs, de tout ça, les services soient disponibles pour les aînés. Donc ça, les municipalités s'en occupent beaucoup. L'accessibilité pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, quand on a un escalier de 10 marches à monter pour aller à la municipalité ou aller faire une activité, bien des fois c'est rebutant, on n'y va pas. Alors ça fait partie aussi des éléments. Et puis, quand on parlait, politique familiale, bon, les mamans qui ont aussi, les mamans et les papas, il faut que je dise ça, qui ont une poussette, oui, c'est ça, ça a toujours été ça dans le fond, qui ont une poussette, c'est le même accès pour eux, hein. L'accès qu'on fait pour les aînés, les gens à mobilité réduite, c'est le même accès. Alors, on voit qu'il y a des choses qui se rejoignent. Le transport, c'est très important. Les aînés, surtout en milieu rural, il arrive un moment où, malheureusement, ils n'ont plus leur permis de conduire. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une municipalité qui est éloignée ou dans un rang? Alors, ça aussi, c'est une préoccupation. Ensuite, il y a tout le volet social, la participation sociale des aînés. C'est des gens, on parlait des porteurs de tradition tout à l'heure. Je pense que tous les aînés, dans le fond, ont un savoir, une expérience. Puis des fois, en vieillissant, ils sentent que, ils peuvent rien apporter, mais je pense que c'est super important. Il ne faut pas dire, dans mon temps, on faisait ça comme ça, je veux dire. Ouais. Parce que là, on se fait rabrouer, comme on dit. Mais effectivement, c'est des gens qui ont de l'expertise. Oui, puis les jeunes apprécient souvent beaucoup d'être avec les aînés parce que c'est des personnes qui les écoutent aussi. Hein. Le monde va vite aujourd'hui, fait que pas tout le temps d'écouter. Alors, la participation sociale, on parle des loisirs, de s'impliquer dans des organismes ou dans des événements et tout ça, c'est important pour les aînés. Il faut ramener ça. Le respect et l'inclusion sociale, la reconnaissance des aînés, parce qu'on est beaucoup dans une société où la jeunesse est mise en valeur et pour cause, parce que, c'est l'avenir. Mais il ne faut pas qu'il y ait un débalancement. Il faut que les deux, dans le fond, aînés et jeunes... Je me souviens d'une publicité d'une marque automobile. Oui. Ça se disait comme ça, « Tasse-toi de là, mon oncle! » Quand tu regardes ça, c'est un petit peu, OK, la jeunesse a toute la place, puis les gens âgés, regarde, t'es dépassé, façon de parler, là. Mais c'est de la conscientisation, là. C'est pour ça qu'on parle d'inclusion sociale, parce que ce qui forme une communauté, sa richesse, la richesse d'une communauté, c'est que le fait que tous ces gens-là aient un apport. Puis je pense qu'il faut vraiment faire des liens. Et puis l'engagement social et le citoyen, donc c'est ça, je parlais dans la communauté, puis le soutien communautaire et services de santé, tous les services liés aux aînés. Puis ça nous amène à parler de beaucoup de services qui existent, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une grande méconnaissance des aînés de ces services-là. Parce que très souvent, on est isolé, on a changé un peu nos habitudes, parce que, comme on disait tantôt, il y a l'inclusion sociale, puis plus on est âgé, moins on est mobile souvent, donc on a tendance à se retirer, puis de fait, on perd contact. Oui, il peut y avoir ça, mais aujourd'hui, notre bête noire à tout le monde, c'est les communications. Il y a beaucoup d'informations partout, puis on dirait que les gens, on n'arrive pas à les informer. C'est à TVCO que ça se passe avec les aînés. C'est ça. Alors, grâce à toi, Herman. Mais et à TVCO, en fait, on s'est rendu compte de ça, même dans la politique familiale. Tous les jours, on s'en rend compte. Je ne sais pas vous autres dans vos domaines, là, mais on dit, mon Dieu, on a mis l'information, mais il faut toujours revenir. Alors, ce qui m'amène à parler de mon outil. Oui. On avait décidé avec justement le comité de produire un petit outil qui va être distribué dans chaque maison. À compter de?
À compter de la semaine prochaine. Ah bon, OK. C'est cela. Donc, chaque municipalité a son petit outil. C'est un aimant qui va sur le réfrigérateur. J'ai pas de métal ici, là, mais ça colle. On va faire le test. On savait qu'il y avait une grande valeur à hein, mais là, ça confirme. C'est un cœur d'or. Oui, c'est ça, exactement. Et chaque municipalité a fait un effort. On a 6 aimants différents pour aller sur le réfrigérateur ou n'importe quel élément de métal que vous avez chez vous. Et c'est un petit aide-mémoire. Alors, ils sont différents. On les a voulu différents parce que on a premièrement le numéro de la municipalité. Souvent, c'est quelque chose qu'on va chercher. Et on a des organismes communautaires. Je vous donne un exemple. À l'île aux Coudes, il y a l'ancrage qui donne beaucoup de services, la popote et tout. Alors, c'est intéressant d'avoir le numéro. Et puis, il y a un CLSC à l'île aux Coudes aussi. C'est important. Alors, on est allé beaucoup dans ces services-là particuliers, chaque municipalité. Et les autres numéros qui sont dans la section blanche sont des numéros... Ah ben tiens, Herman, je vais te donner un. Ça va être... Et Claudine. Et donc, vous avez l'urgence... C'est fou. On disait, est-ce qu'on met le 911? Mais vous savez, quand on est en panique, en incendie, ce numéro-là ne nous vient peut-être pas nécessairement. Alors, ça peut être intéressant de l'avoir. Info Santé, le 811. Info Service communautaire, 211. Alors, ça, c'est un numéro gouvernemental. Vous avez vraiment, dans votre région, tous les renseignements sur les services Puis, il y a quelque chose, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il y a un beau service que j'ai découvert. Comment ça s'appelle? Charlevoix Social? Oui, bien, je vais en parler. OK, par rapport à ça, brûle pas mes punches. Ah, ben là. Je ne le voyais pas là-dedans. Ah oui, c'est ça, il est en bas. Ah, OK. On a Info aidant, parce que, vous savez, les gens qui aident les personnes aînées, des fois aussi, puis même les aînés, tu peux aider ton conjoint, ta famille, tout ça, frère, sœur. Des fois, on a besoin d'avoir de l'information. Alors, Info aidant. Aide abus aînés, malheureusement, ça existe encore. Alors ça, il faut... les aînés ont le droit d'avoir une protection, puis eux autres, ils ont des... Oui, c'est ça. Service Québec, tous les services Québec plus gouvernementaux. Ensuite, on a la clinique sans rendez-vous. Donc, des fois, c'est pas toujours évident. Alors, au moins, on a un numéro. Bon, là, j'étais avec la fiche de Baie-Saint-Paul. Bien sûr, il y a CLSC Baie-Saint-Paul, puis il y a la clinique de santé. Parce que le sans rendez-vous se passe à la clinique, mais il y a aussi la clinique de santé qui est une coopérative. Vous pouvez appeler à la coopérative si vous voulez davantage d'informations, vous impliquer aussi. Et moi, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques pour la coop parce que mon numéro de téléphone est presque identique. Ah, donc... Alors, on me demande souvent un rendez-vous avec le docteur Untel. Oui, c'est ça. Alors, je vais te faire de la promotion. OK, docteur. C'est génial, autant pour la politique familiale que municipalité amis des aînés. Des numéros comme ça, on a besoin autant avec les enfants que... c'est universel. Oui, c'est du concentré, là. C'est du concentré que tu as pu à chercher. C'est de le mettre à la vue. Exactement. Oui. Et charlevoixsocial.ca, voilà, vous avez, dans le fond, l'adresse Internet. Et charlevoixsocial.ca, je pense que ma collègue Émilie est venue vous en parler. Ça, vous pouvez toujours, si vous êtes habile, vous voulez aller sur Internet, quoique c'est pas très compliqué, vous pouvez toujours aller là ou demander à quelqu'un d'y aller, puis vous avez une masse de renseignements très, très utiles. Ici, on a des numéros de téléphone, mais des fois, on va avoir un peu plus d'infos. Je vous invite à aller là. Et il y a une infolette aussi qui vous donne des renseignements. Alors, l'important, il y a beaucoup de services, mais il faut les utiliser, il faut s'informer. Puis ça m'amène à vous parler. Oui, ça, c'est toujours disponible aussi. C'est le plan d'action. Je vous invite à le regarder. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre municipalité puis ça vous intéresse. Puis, n'arrêtez pas sur les dates, parce que c'est marqué 2016, mais le contenu demeure toujours, lui, d'actualité. Bien, c'est ça qui arrive. On va, en fait, ça va se renouveler, bien sûr. On fait toujours une mise à jour. Et justement, c'est ma collègue Émilie. Émilie Dufour, qui s'occupe de Charlevoix Social, qui va reprendre, dans le fond, là, le rôle que j'avais auprès des aînés, parce qu'on a des nouveaux projets, alors je suis affectée à autre chose, mais je reste toujours proche quand même de ça, bien sûr. Alors, il y a comment faire face aux complications. Alors ça, c'est un guide qui a été produit par la table de concertation des aînés de la capitale nationale.
Ça, c'était intéressant autant pour les aidants que pour les aînés. Vous avez vraiment de l'information sur, comme par exemple, des fois, c'est quoi les crédits d'impôt qu'on a? Il y a plusieurs éléments qui sont disponibles qu'on ne connaît pas. Ça peut être pour des frais médicaux, ça peut être pour des aidants naturels, ça peut être pour votre habitation, des services que vous prenez, le transport et tout. Et il y a vraiment un ensemble de programmes, aide au logement et tout ça. Souvent, quand on arrive à la retraite, il y a des allocations de logement qu'on peut avoir, mais ça nous paraît peut-être un monde. Alors là, vous avez de l'information. C'est disponible à la Ça s'appelle MRC. Comment faire face aux complications. Exactement. Je trouve que c'est bien Ça, on dit. retrouve ça à la MRC comme tel? Oui, il y en a à la MRC, puis il y en a au centre communautaire, il y en a à la ville de Ville-Saint-Paul, puis il y en a dans chacune des municipalités. Alors, mais si vous ne le trouvez pas, encore Donc, là... c'est trois outils, dans le fond, Oui. que toute personne devrait avoir à la maison. Absolument. Que ce soit les aidants par rapport à leurs parents, les enfants, et ainsi de suite, intergénérationnel, comme vous le mentionniez. Ça fait que c'est... Ça touche tout le monde. Ben voilà. Il faut juste, faire l'effort d'aller chercher l'information. Elle est là. Elle est là, mais comme vous dites, on a de la difficulté à rejoindre les gens, mais il faut aussi que les gens fassent un effort. Oui, puis il faut savoir que ça peut rapporter aussi, là. Ça peut être aidant, là. Puis on n'a pas de temps à chercher non plus, là. Des fois, c'est là, à notre portée. Alors, faut l'utiliser. Des fois, on se complique la vie pour rien, puis toute l'information est là. Ouais, Et on ne cherche pas aux bonnes places. Effectivement. Merci. Très intéressant. D'autres choses à ajouter là-dessus? Non, C'est bon. C'était pas mal complet. Alors, mesdames et messieurs, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. On fait une petite pause, puis on vous revient dans quelques instants. Alors voilà, nous sommes de retour. Cette fois-ci, nous nous entretenons avec Claudine Labrie, qui, elle, travaille au Carrefour Jeunesse Emploi, mais qui vient nous parler, comme on l'avait mentionné en introduction, du défi Ose entreprendre. Exactement. C'est un défi qui a changé de nom dans les dernières années, je pense. Oui, qui était connu sous le nom du Concours québécois d'entrepreneuriat, qui existe depuis maintenant 19 ans. C'est la 19e édition, qui a changé de nom l'année dernière, pour mettre d'avant le côté défi, justement. Parce que partir un projet entrepreneurial à l'école, partir en entreprise, c'est un défi. Et on lance le défi, justement, de vous inscrire. Avant de parler du concours, est-ce qu'on peut dire, parce que là, je ne sais pas si c'est moi, c'est une tendance ou c'est dans l'air, pour employer l'expression, on sent de plus en plus qu'on parle d'entrepreneuriat. On l'entend à la télévision, il y a les mentors qui font leur apparition, il y a toutes sortes de choses. Oui, les dragons, tout ça, on entend parler beaucoup. Oui, en fait, c'est une volonté au Québec. L'indice entrepreneurial augmente d'année en année, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça prend des entreprises pour avoir une vitalité économique. Et on a une volonté aussi de faire découvrir l'entrepreneuriat aux jeunes. Parce que si tu n'as pas d'entrepreneur dans ton entourage, c'est pas un choix de métier qu'on fait quand on est au secondaire, au cégep, tout ça. Donc, dès le primaire, on peut faire des projets entrepreneuriaux, toucher à ça, faire un petit peu de marketing, voir un petit peu les finances, vendre un produit, ressentir de la fierté quand ça fonctionne. Donc, on sème des graines de plus en plus tôt pour nous adapter. Ça devient des initiatives, là. Oui. Parce que quand on va voir l'orienteur à l'école, je te verrais dans telle discipline, telle discipline, telle discipline. C'est des métiers en général, ou des professions, mais rarement dire, toi, je te verrais entrepreneur. Est-ce qu'ils se font dire ça? Je crois que c'est très, très rare. Très rare. Et c'est pour ça que nous, on est là pour aller dans les écoles et des choses comme le défi existent pour dire, quoi que tu choisisses comme métier, il n'y a rien qui t'empêche d'en faire ta profession, d'être entrepreneur par la suite avec ta passion à toi, dans le fond. Parce que être entrepreneur, c'est une passion. En premier, oui. Hein? Donc, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui nous motive, puis de là, on fait le saut. Exactement. Alors, il y a deux volets au défi Ose entreprendre. Il y a le volet étudiant, puis il y a le volet entreprise. Exactement. Dans le volet étudiant, ça concerne les jeunes, les élèves, les étudiants du primaire, premier cycle jusqu'à l'universitaire. Et ça prend un projet entrepreneurial réalisé en classe ou en parascolaire et qui est en phase d'exécution avant la date limite de dépôt de projet, qui est le 14 mars. 14 mars 2017,
date limite de dépôt du projet. Exactement. Donc, ça, c'est le volet scolaire. Pour le volet entreprise, ça s'adresse aux adultes de 18 ans et plus résidents au Québec qui sont en affaires dans les phases d'élaboration présentement. Donc, ils doivent démarrer leur entreprise officiellement avant le 31 décembre 2017 et ne pas avoir enregistré de revenus avant le 1er avril 2016. Donc, on a quand même un laps. Si vous êtes au stade du début du plan d'affaires, vous pouvez attendre l'année prochaine. Si vous êtes déjà un peu avancé, pas de revenus avant le 1er avril, bien, c'est le temps là, de déposer. Ça, c'est d'amener des projets qu'on pense innovants, parce que dans le fond, c'est un défi aux entreprises. Si on participe à un concours, il faut au moins se démarquer à quelque part. Et comme vous le disiez, ça fait 19 ans que ça existe, donc il y en a eu des projets là, au cours des années. Là. L'an dernier, je pense que la MRC de Charlevoix a eu une participation assez phénoménale. 11 projets seulement pour la MRC de Charlevoix l'année dernière. C'était une année record pour la MRC ici, dont un projet qui s'est rendu finaliste national. Les entrepreneurs Simon et Jonathan Galarneau de Repère Boréal aux éboulements, qui sont nos porte-parole cette année. Ben oui, un bel exemple, un très bel exemple. La jeunesse, projet innovant. Exactement. C'est la deuxième année où on va chercher des porte-paroles qu'on veut dynamiques, inspirants, autant pour les créateurs d'entreprises que pour les jeunes aussi, dans les écoles. Et les frères Galarneau se sont démarqués l'année passée. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. Puis le projet Boréal, juste pour en parler, c'est des maisons miniatures qu'on appelle en forêt. Des mini-chalets Des qu'on mini-chalets, a eu la chance d'aller visiter, moi et une et très de mes contemporain, collègues. et très, très moderne. C'est assez impressionnant. Le site vaut le coup d'œil, en fait, aux éboulements en haut d'une grande côte. Difficilement accessible probablement aujourd'hui avec la bordée de neige qu'on a eue. Tu vas dans la raquette. Ouais, c'est ça. Et eux, ça fonctionne très, très bien. Ils ont plusieurs habitations. Ils sont en train de développer tout ça. Ils travaillent très fort. Puis on était contents qu'ils prennent le temps de vouloir être porte-parole cette année puis de s'impliquer encore. Parce que, veux pas, quand on est en affaires, ça prend du temps. Il faut de la réflexion. Il faut, comme on disait, un plan d'affaires. À l'école, c'est les professeurs qui supervisent tout ça. Ça peut être l'enseignant, ça peut être un autre intervenant du monde scolaire si ça se fait en parascolaire, par exemple. Nous, le comité local, on est là pour les soutenir. Au niveau de la création d'entreprise, on a Myriam Gauthier du côté de la MRC ici et Philippe Rouleau du côté de la MRC de l'Est, qui sont nos responsables locaux pour recevoir les projets qui peuvent les aider, tout ça. Si les gens ont des questions avant de déposer ou qu'ils voient ça gros parce qu'un concours implique le dépôt d'un dossier, en création d'entreprise, on demande un plan d'affaires et des prévisions financières. Des choses parfois avec lesquelles on n'est pas nécessairement à l'aise si notre passion c'est de faire du pain, par exemple. Là. Donc, eux sont là pour donner un coup de main là-dedans. Dans le volet étudiant, c'est Marianne Tremblay à la commission scolaire, puis il y a moi aussi au Carrefour Jeunesse Emploi qui peut se déplacer puis donner un coup de main dans la rédaction du dossier qui parfois peut en décourager parce que... C'est de la paperasse, on n'est pas familier avec tout ça, ça ne me tente pas, ou en tout cas, mais le projet, lui, peut être très intéressant. On peut passer à côté d'une belle opportunité de visibilité, là. Oui, exactement. Autant pour les entreprises, je crois que c'est le mot d'ordre qui sort d'année après année, là. La visibilité qu'ils ont eue, la notoriété que le concours leur a donnée, c'est un élément positif parce que aux différents échelons, on a des prix et au niveau local, on a toujours des prix en service pour justement augmenter la visibilité de nos lauréats et ça, c'est apprécié. Parce qu'il y a la portion locale, il y a la portion régionale, puis il y a la portion nationale. Exactement. Alors, finalement, je peux gagner au local, puis ça m'amène automatiquement au régional? Oui, nos lauréats locaux vont monter directement au niveau régional. Pour les jeunes, c'est lecture de dossier seulement. Pour les créations d'entreprise, c'est entrevue aussi devant le jury. Oh, un stress supplémentaire. Un stress supplémentaire, mais qu'ils vont déjà avoir vécu. Mais il faut être vendeur un peu, hein, je veux dire. Mais oui, quand même, ça implique. Un entrepreneur est en général vendeur. Mais on a une particularité ici dans Charlevoix que on a un jury aussi au niveau local. Donc, on a des gens qui lisent les dossiers avant et qui rencontrent nos promoteurs, autant du côté entreprise que du côté jeune. Ah. Et souvent, c'est là que ça se joue. C'est une nouveauté, ça? Non, ici, ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. C'est une particularité parce qu'on se donne la peine de le faire. C'est pas partout, c'est pas une obligation de tenir des jurys. Ici, notre jury va être fin mars. Donc, autant les jeunes que les entrepreneurs arrivent
et doivent présenter leur projet, faire un pitch de vente et essayer de Ils convaincre. ont combien de temps? Ça se passe en combien de temps? Une dizaine de minutes, Max. quelques questions. Oui, c'est rapide. Puis de toute façon, j'appelle ça une bonne pratique parce que Oui. si on avance, Oui. puis qu'on a passé déjà une étape du genre, c'est ça, c'est démystifier ce qui se passe autour de ça. Là. Exactement. Pour les entrepreneurs, en fait, c'est une pratique de ce qu'ils vont avoir à vivre au quotidien. Puis pour les jeunes, c'est une expérience qui est enrichissante, qui est stressante. Moi, cette journée-là, je suis à l'accueil, je les reçois, on essaie de leur changer les idées. C'est vraiment une expérience différente. Là. Alors, le concours, c'est donc au niveau des écoles, au niveau des entreprises. La remise des prix va se faire, comme à l'habitude, au domaine Forget? Oui, début avril. On prend une avant-midi complète. Tout le monde est convoqué, lauréat. Tout le monde est finaliste, dans le fond. Puis c'est important que les gens soient là pour voir un petit peu ce qui se fait. Et c'est là que les bourses sont remises. C'est des bourses en argent pour les jeunes. Les jeunes et moins jeunes, parce qu'on a quand même des projets au niveau collégial aussi. Et il y a des bourses en argent et en service pour nos promoteurs en entreprise. Alors, ça vaut la peine parce que les porte-paroles de cette année sont rendus pratiquement jusqu'au national l'an dernier. Oui, ils ont eu des belles bourses au niveau local, régional, en plus de la visibilité que ça leur a donnée. Parce qu'ils l'ont dit, ça leur a donné, ça les a mis sur la map, on peut l'expression, par rapport à leur projet. Oui, tout à fait. Il faudrait qu'ils aient un projet assez vendeur aussi, puis les frères ont du bagou, comme on dit, là, pour... C'est des bons représentants. Oui, tout à fait. Il y a de la relève dans la jeunesse. En général, parce que ça s'adresse bien sûr à la population de Charlevoix ou locale, on peut parler de combien de participation au total? Parce que les jeunes, ça peut être une classe, comme ça peut être un petit groupe dans la classe. Ça fait beaucoup de monde, ça. Oui, en fait, on a même eu dans les dernières années des écoles participantes. Donc, toute l'école débarquait au domaine Forget. Ça nous donnait une ambiance assez particulière. Ou des enseignants d'un cycle, par exemple, 3 enseignants qui viennent ensemble. Donc, c'est ça. Pour participer, il y a un site Internet, c'est défiosentrepreneurs.québec. Toutes les informations sont là. Le dossier se remplit en ligne. Donc, on peut aller s'inscrire. Ça nous donne un code d'accès, un mot de passe. On ferme ça, on y retourne. Ça permet de commencer à le travailler. Et sincèrement, c'est important de commencer à le travailler d'avance, autant au niveau scolaire qu'entreprise, parce que c'est un site national, comme on l'a dit. C'est beaucoup de dossiers qui sont déposés chaque année. La dernière journée, le 14 mars, ça se termine à 16 h. Donc, c'est pas le temps à 15 h de commencer à y penser. Parce que si le dossier est incomplet, ça nous avantage pas. Exactement. Au contraire. Puis, dès que vous vous inscrivez sur le site, nos responsables locaux le voient apparaître. Donc, ils peuvent communiquer avec vous. Puis, s'ils voient qu'il y a des informations manquantes ou des petites choses, vous donnez un coup de main. On est là pour ça. Côté entreprise, on parlait tantôt de Repère Boréal, mais il y a des entreprises déjà qui ont participé. Je pense à Élie Charlevoix, la Coop de l'Arbre, Comptoir Sushi, qui est quand même assez récent, chez Bocaux, qui est aussi très récent. Je veux dire, donc, ça fait des petits. C'est pas juste un concours auquel on participe, puis bon, je me croise les doigts, ça fait des petits. Oui, en fait, nos créateurs sont vraiment en phase de démarrage. Quand on décide de plancher sur un plan d'affaires, sur des prévisions financières, de le déposer, c'est parce que je pense qu'on croit à notre projet puis on a envie qu'il se rende loin. Y a-t-il quelque chose qu'on veut ajouter? Non, mais je voudrais montrer Bien l'affiche sûr. avec le slogan « Moi, j'ose entreprendre », très important. Et 14 mars, 16 h, date limite. Ne pas oublier, commencer d'avance, puis ne pas hésiter à demander de l'aide aussi pour la C'est ça, parce que si on se prend à l'avance, puis on a des petites questions, au moins on peut vous contacter puis avoir les informations complémentaires pour s'assurer que notre projet est bien ficelé. Exactement. Super. Claudine Labrie, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance, effectivement, avec le défi aux entreprendre édition 2017. Super. On fait une petite pause, puis on vous revient immédiatement après pour la conclusion de cette émission. Alors, comme
À chaque fin d'émission, on fait un petit tour de table avec nos invités pour parler effectivement d'un coup de cœur ou d'un saviez-vous que. Alors, on va commencer immédiatement avec Claudine Labrie qui va nous parler de quoi comme coup de cœur ou... En fait, c'est un coup de cœur qui était une nouveauté cette année par rapport au défi aux entreprendre. 4 régions au Québec ont été choisies pour faire avoir une semaine un entrepreneur dans ma classe. Et Capitale-Nationale était participante pour ce projet-là. Ça a eu lieu en novembre dernier. Pour notre territoire, c'est l'école secondaire du plateau à la Malbaie qui a reçu un entrepreneur, Dominique Bergeron, du camping du bord de la rivière. Les jeunes du groupe qui l'ont reçu ont été épatés, ont été transportés, je dirais, par le message qu'il leur a livré. Ça a vraiment fait vibrer une fibre en eux et c'était un bel événement cette année qui va être reconduit dans les prochaines C'est années. une très belle initiative. Ça devient du contact. Puis c'est des passions, des passionnés qui parlent à des futurs passionnés, dans le fond. Exactement. Ah, super! Félicitations! Sylvie? Tu m'as inspirée, Claudine, parce que... Puis dans un domaine aussi, le service de développement local et entrepreneurial, on travaille beaucoup avec les entrepreneurs. Et puis, actuellement, moi, je travaille aussi sur le projet des Petites Franciscaines de Marie, ce qui fait que j'ai un coup de cœur pour des entrepreneurs. En fait, c'est 5 entrepreneurs. Ils ont formé une coopérative, 5 travailleurs. Ça s'appelle Mousse Café. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont fait des petites apparitions. On les a reçus même à l'émission, oui. C'est ça. Et ils ont été lauréats aussi. Au défi En aux entrepreneurs. Alors, on voit, là, tu sais, tout se tient. Hein, le lien est fait. Et, il ouvre un café familial. Alors, donc, politique familiale est née. Et puis, transmission du savoir, Annie. Et je trouve que Mousse Café, il faut souligner leur courage, leur passion aussi. Être 5 entrepreneurs qui démarrent aujourd'hui un café familial, surtout à Baie-Saint-Paul, il y a quand même pas mal de services, mais ils vont se distinguer de par leur service et de par aussi le fait que ça va être un café où il va pouvoir y avoir des enfants qui vont avoir là, il y avoir un espace. Il y a de l'animation qui tourne autour. Oui, c'est ça, bouffe, nature et tout. Donc, je veux souligner, là, dans le fond, leur contribution à notre communauté. Et je suis très contente qu'il y ait des jeunes qui travaillent ici, qui choisissent de bâtir l'avenir. C'est une coopérative qui a été construite. C'est une coopérative. Alors, c'est du développement économique, mais socio-économique. Hein? Il y a une saveur qui donne un service. Mousse Café, on en entend parler de plus en plus. J'espère plus ça va aller, plus la mousse va être épaisse. J'espère qu'il va rester quand même une bonne dose de café dedans. Est-ce qu'on peut dire que Mousse Café fabrique ou prépare, cuisine des petits cupcakes extraordinaires? Qui sont en commande. On peut commander des quantités de petits cupcakes. C'est vrai. Fait avec des ingrédients naturels. Je pense que notamment, des fois, pour remplacer la base de gras, on va y aller avec un avocat. Alors, ils sont vraiment succulents. Oui, parce que le cupcake, ça peut être surnaturel aussi. J'en ai déjà mangé. Donc, tu sais, des fois, un 5 à 7, un anniversaire, un événement. Alors, les cupcakes du Mousse Café, c'est extraordinaire. Bonne idée, Annie. Déjà, c'est très bien introduit. Annie? Moi, en fait, c'est peut-être un clin d'œil au circuit des 7 lieux. Les gens le connaissent peut-être sous son ancienne appellation, le circuit médiéval, culture Charlevoix. Alors, le circuit des 7 lieux, c'est-à-dire un regroupement de 7 équipements culturels, à savoir le musée de Charlevoix, le musée d'art contemporain, le musée maritime, la papeterie Saint-Gilles, l'espace muséal des Petites Franciscaines de Marie, la forge menuiserie Cochon et la papeterie Saint-Gilles. Donc, 7 équipements culturels qui se sont regroupés pour mettre en commun leurs forces, leurs ressources et leur volonté de développer leurs organisations. Et en fait, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Ben, c'est que il y a... On est en hiver, bien sûr, mais il y a quand même plusieurs de ces équipements-là qui sont ouverts à l'année, pas juste l'été. Donc, on vous invite à continuer d'aller les visiter. Puis, c'est un circuit très intéressant à faire parce que chaque endroit a sa spécificité. Là. C'est très, très, très différent d'une place à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Donc, même si ça porte le mot musée, il y a les 3 musées que vous avez mentionnés, 4, je pense. Oui. C'est totalement différent en termes de contenu et d'exposition. Tout à fait. Les 7 Donc, lieux. ne pas oublier que nos équipements culturels, l'hiver, peuvent nous accueillir. C'est pas seulement l'été. Merci. Merci à vous de vous être déplacés par cette journée de tempête. Vous êtes des braves. Vous êtes des braves. Mesdames et messieurs, je vous salue. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission. Ça se passe chez vous. Au revoir.